Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'émission Horizon Ressources Naturelles. L'entreprise Ivanhoe Maize qui évolue dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba préféré échanger avec les honorables députés et sénateurs et aussi des représentants des institutions, il s'agit du ministère des Mines et du ministère du Portefeuille, pour parler de l'évolution de ces activités sur terrain. Et tout à l'heure, vous allez voir tout ce qui s'est passé dans la salle, mais je reçois un fils d'Héroard, un honorable député qui est toujours présent. Nous sommes à Colosie où il a une base et aussi il voudrait bien parler pour toutes les communautés qui subissent ces grands projets. Bonsoir honorable. Bonsoir cher ami. Nous vous retrouvons dans cette émission parce que c'est votre base qui est affectée par ces projets. Comment ça se passe? Comment vous vivez ces projets sur le terrain? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous le dites, notre base est affectée. Je suis très content de voir aujourd'hui les gens prendre des grands risques pour investir dans des moments difficiles. C'est encourageant que cela se passe dans notre fief, dans notre province. C'est encouragé. Alors aujourd'hui, l'entreprise vient qui découvre un océan de minerais sous votre sol et qu'avec la prétention de l'exploiter pendant plus de 200 ans, une quantité énorme de tonnes de minerais déjà certifiés et aussi avec des teneurs beaucoup plus importantes, un motif de fierté. Et aussi de voir que bientôt, ça sera le boom en développement de votre terroir. Merci beaucoup, mais nous avons besoin de la vraie politique d'exploitation. Nous n'aimerions pas voir des gens venir nous faire une politique juste pour s'enrichir et rentrer chez eux. Nous avons besoin d'une politique de développement où le citoyen congolais, le citoyen lualabé, doit se retrouver à tout prix. C'est-à-dire, il faut investir pour des grandes choses durables. Nous aimerions, parce que je suis fier, même quand j'interviens aujourd'hui dans votre émission, c'est parce qu'il s'agit d'une exploitation souterraine. Quand on commence avec une exploitation souterraine, ce n'est pas du n'importe quoi. Il n'y a que les Belges à l'époque qui ont essayé de le faire parce qu'ils ont aimé ce coin-là. Et aujourd'hui, si nous voyons une autre entreprise venir dans ce sens, nous l'encourageons. Mais qu'elle suive les pas de ceux-là qui l'ont fait il y a longtemps. Nous sommes des enfants Gécamines, nous savons qu'est-ce que les Belges ont fait avec les mines souterraines. Et aujourd'hui, si Kamoa peut venir avec cette politique, je crois que nos enfants, nos petits-enfants pourront être également très heureux et parler de ce projet dans l'avenir. Ça se passe dans le Lualaba, ça se passe dans le Haut-Katanga, où l'entreprise développe des grands projets miniers et c'est M. Luatum qui s'est chargé de présenter ces projets. Et à l'entendre, c'est vraiment un océan de minerais sous le sol de Lualaba et où ça sera exploité à plus de 200 ans et pour extraire plus de 100 millions de tonnes de cuivre, de minerais de cuivre et aussi pour le projet de Kipushi, c'est vraiment plusieurs tonnes de zinc à des teneurs extraordinaires. On vous parle même du zinc qui va jusqu'à 60% en teneur. C'est du jamais vu. Il faut comprendre que cette entreprise qui a découvert la mine de Kamoa, et cette première mine qui tablait plus de 739 millions de tonnes de minerais de cuivre, et après Kamoa, l'entreprise a encore découvert la mine de Kakula, qui a plus de 100 millions de tonnes avec une teneur vraiment importante et l'exploitation va se faire de façon souterraine. C'est une façon de conserver l'environnement et la mine souterraine est en construction comme les images le démontrent et toutes ces informations ont été données par M. Luatum, le DG de Kamoa et en même temps le DG de Ivanhoe Maize. La réunion de ce soir s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons les concertations avec les parties prenantes, afin de pouvoir vous mettre au courant, en tant que partie prenante très importante, de toutes les activités que l'entreprise Ivanhoe Maize est en train de réaliser dans la République démocratique du Congo, ainsi que toutes les parties prenantes qui, au niveau de Kinshasa,
constitue pour nous un groupe très important afin qu'ils viennent prendre l'information à la source plutôt que de pouvoir l'obtenir par toutes sortes de voies. Le profil de production que je vous montre sur ce diaporama, c'est un profil de production qui va très sûrement changer. Que le plan d'attaque de départ que vous voyez là, il faut le revoir. Vous comprenez que lorsque, je ne vais pas aller dans une leçon d'économie minière, mais vous savez, tout minier qui investit, c'est de l'argent emprunté. C'est de l'argent emprunté. Quand quelqu'un vous dit que tel projet a coûté autant de millions, de milliards, il n'y a personne qui a amené ça de sa poche. C'est de l'argent emprunté. Et quand on dépense de l'argent emprunté, on est conscient d'une chose, il y a des intérêts à payer. Il y a un aspect très important, c'est la desserte en énergie électrique. Comme vous savez, notre pays souffre d'un grand déficit électrique. Et donc, à terme, notre projet demandera environ 200 MW d'électricité. Ces 200 MW, il faut les chercher quelque part. Nous sommes entrés en partenariat avec la SNED pour regarder comment remettre à flot la capacité dormante de la SNED de la recette. C'est ainsi que nous avons visé Modigusha, Koni et Zir, les trois centrales pour leur réhabiliter. Cela est déjà en cours, en réalité. C'est ici que nous sommes en train de faire des galeries souterraines. Et pendant qu'on testait la continuité de ce gisement-ci, on est venu découvrir Kakula ici. Là, c'est quelques images de la construction des galeries souterraines à Kamoa. Comme je vous ai dit, le travail avance normalement. Ce sont des galeries qui vont aller sur plus d'une quarantaine de kilomètres. Il y a eu aussi un jeu de questions entre les honorables députés et sénateurs et le responsable de l'entreprise Ivan Noemaïs. Et les questions posées étant pertinentes, les réponses aussi étaient bien réservées. Mais suivre comment ça s'est passé dans cette salle. Je n'ai pas été très marquée sur le social de la population tout autour dans ce projet. On en parle, c'est la plus grande mine, la plus grande production du cuivre qui va se produire en RDC et consorts. Mais dans votre présentation, je n'ai pas été marquée pour dire que bon, nous allons exploiter, mais voici réellement la population locale, elle va bénéficier de quoi? Je n'ai pas en tout cas été impacté là-dessus. Honorable Koko Moulongo, élu de Lubumbashi. En fait, ma question, c'était par rapport surtout à l'environnement, étant donné que je suis dans l'environnement. Est-ce que vous allez avoir un département environnemental? Parce que plusieurs fois, nous avions été dans des sociétés minières et on a remarqué une chose, c'est que beaucoup n'avaient pas ce département-là. Beaucoup de sociétés minières n'ont pas de département d'environnement. Et lorsque nous arrivons, nous l'avons remarqué. Et nous avions insisté là-dessus. Malheureusement, ça ne se fait toujours pas. J'espère que vous serez un exemple parmi tant d'autres. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la différence avec la voie ferroviaire? Est-ce que vous prévoyez, un peu comme pour l'électricité, est-ce que vous prévoyez aussi à mettre de l'argent sur le développement Quelle est la part que vous comptez? Là, je complète la question de mon collègue Moulongo. Est-ce que tout ce tonnage va prendre la route où il y a une partie importante pour le chemin de fer? S'agissant de Kamoa, quel est, par rapport au chemin de fer, est-ce que vos gisements sont accessibles au chemin de fer ou c'est un projet où il va falloir construire le chemin de fer? La route de Kipushi. Vous savez, le Congo, nous avons une chance exceptionnelle. Même sur la relation où vous êtes en train de travailler. Kipushi vers l'exportation, vers Sakanya. Kamoa vers l'exportation. Mais je vois ici la route que vous avez réhabilitée, Kipushi, Lubumbashi.
Mais cette route, elle tiendra combien de temps? C'est vrai, les communautés, même à Modingusha, nous l'ont dit. Ils l'ont dit aussi au gouverneur lorsqu'il était là. Nous voyons l'énergie venir, mais aller au minier, mais est-ce qu'on en aura? Oui, les communautés en auront. Pas seulement à Modingusha, mais même autour de notre zone de projet, les communautés auront de l'énergie. Honorable Moulongo, c'est vrai, l'environnement, nous recevons beaucoup de questions d'environnement. Je peux seulement vous assurer une chose, même les sources de financement aujourd'hui, les compagnies qui sont listées en bourse deviennent très regardantes en matière d'environnement. Parce qu'il y a des investissements milliards qu'on a dû fermer. Et on a dû passer à perte parce que l'environnement n'avait pas été géré de manière responsable. Donc nous sommes conscients de ça. Nous avons un plan de gestion environnementale. C'est un plan que nous gérons au quotidien. Nous faisons les rapports. Nous ne faisons pas les rapports de manière machinale parce qu'il faut, le code minier vous dit qu'il faut déposer tel rapport. Mais nous le faisons avant tout parce qu'il faut être responsable. Il y a les autres activités dans le cadre des infrastructures. Les routes que nous construisons régulièrement, non seulement parce que ce sont des routes d'accès pour nos activités de forage, mais ces routes sont aussi utilisées par les communautés environnantes et leurs activités sociales se justifient sur les revenus qu'ils obtiennent. Nous, M. Watoum l'a dit, c'est sur de l'argent que nous empruntons, que nous avons pris le risque, sans que nous ayons sorti un circuit, de commencer à investir sur le plan social. Donc je pense, honorable, peut-être que vous étiez très mal informés, nous faisons beaucoup. Nous voulons être les principaux pour que la majorité de tout ce que nous mettons sur le plan économique pour nourrir nos travailleurs soit investi dans la communauté locale. Donc ça veut dire que c'est une sous-traitance, pas avec des sous-traitants peut-être au terme au sens que vous le comprenez, mais nous pensons que les communautés constituent la meilleure sous-traitance avec laquelle on peut travailler. Voilà un peu le modèle que nous utilisons et je crois que c'est avec satisfaction que vous allez apprécier cela. Je suis de la commission environnement, mines et ressources naturelles. Nous en avons totalement souffert avec des mines à ciel ouvert, où nous parlons, nous nous fatiguons. Mais vous êtes appelés à prendre de l'eau souterraine pour l'amener à l'extérieur. Vous êtes obligés, la voie obligée, d'utiliser une des rivières qui doit accompagner ces eaux-là. Parce que ce sont des eaux qui sont récupérées jour et nuit. Aviez-vous pensé à cette politique pour ne pas déranger la population dans ce sens? Ou vous avez une politique pour transformer cette eau, que ça soit potable pour cette même population? Vous aviez parlé des sous-traitants. Pourriez-vous présentement me dire sur quelle base vous avez ces sous-traitants au niveau de Kamoa? Je n'ai pas bien compris quand il parlait, quand il associait la main-d'œuvre au chef coutumier. Qu'est-ce qu'il voulait exactement dire? Pour être sélectionné ou engagé dans cette société de Kamoa, par exemple, faudra-t-il demander l'avis des chefs coutumiers ou il faudra être dissous de ce point-là pour être engagé? Ça, c'était ma grande préoccupation. Je suis de Colésie. Je me souviens que quand les oncles étaient ici, ils ont fait qu'aujourd'hui, nous puissions dire que Lubumbashi, c'est la deuxième ville du Congo. Jadoville, la ville la plus coquette du Congo. Et Colésie et Kisano, c'est qu'on a fait. Est-ce que nous pouvons espérer, pas maintenant, quand vous serez en plein rendement, qu'on puisse parler d'une ville de Kamoa, construite sur le principe d'être quartier pour les agents et naturellement tout autour, les non-agents viendront construire une cité autour. Parce que à Kipushi, c'est nous qui donnons l'eau à toute la communauté de la ville. Il en sera exactement de même avec Kamoa. L'eau qui sort de là, déjà maintenant, il y a de l'eau qui sort, qui va dans un drain, parce que c'est de l'eau, nous faisons un monitoring régulier de cette eau-là. Et c'est de l'eau de qualité normale. Le sous-traitant,
quelle politique nous avons, comment nous les recrutons. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici concernant la sous-traitance. Je suis parmi ceux qui sont rentrés au pays après plus de 15 ans à l'étranger parce que j'ai développé des mines en dehors du pays. Et en développant ces mines, je me suis rendu compte d'une chose. Les mines étaient effectivement l'essor d'une classe d'affaires qui fournissait constamment les biens et les services à la mine, et la mine se développait ainsi. On voit une classe d'affaires se développer. Et je me disais, pourquoi pas le faire dans notre pays? L'expérience à ce jour est la suivante. Il y a un côté sombre au capitalisme, c'est-à-dire l'investisseur qui vient avec le milliard. Comme je l'ai dit au départ, c'est de l'argent emprunté. Il investit. Et il doit repayer ce capital-là. Quand cet investisseur vous dit qu'il n'a pas d'argent pendant 5 ans, 10 ans, en réalité, il ne vous ment pas. Parce que tous les 3 mois, les banquiers toquent à sa porte pour veiller à ce qu'il repaye selon ce qui est entendu. Mais généralement, ces gens-là se font leur argent comment? Il faut quelque chose que vous et moi aussi, on ferait à terme. C'est-à-dire, avant de commencer leur investissement, ils appellent des gens qu'ils connaissent, une bande d'amis ou de connaissances, et ils disent voilà, les grands contrats de construction métallique par exemple, de ceci, de cela, c'est vous qui allez le faire. Ou c'est vous qui allez le faire. Et vous voyez à ce que ces 10% ou ces 20% rentrent chez moi. C'est une entente de gentleman. Et quand ils viennent en RDC et qu'ils lancent les appels d'offres, mais les dés sont pipés, on sait qui a le marché. Et donc il ne faut pas être étonné de voir les gros contrats aller généralement à d'autres structures. Maintenant, si vous et moi on mettait un business ensemble aujourd'hui, et puis on commençait, je crois qu'on ferait exactement la même chose aussi. On trouverait une façon de se retrouver entre nous. C'est ce que ces gens-là font. J'appelle ça tout simplement le côté sombre du capitalisme. Comment est-ce qu'on règle ce problème-là? Pour que réellement on ait le pouvoir de donner des grands marchés aux nôtres. Je le dis souvent à nos gouvernants, il faut faire ce que les anglo-saxons appellent du venture capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut avoir des fonds et entrer dans le capital de ces entreprises-là. On ne peut pas, devant le capitaliste, parler simplement du nationalisme, que c'est la terre de nos ancêtres, c'est les minerais de nos ancêtres. Le capitaliste ne comprend pas ce langage-là. Mais lorsque vous amenez des fonds, vous dites j'entre dans le capital, même avec une minorité de 5, 10, 20%, on appelle ça minorité de blocage, techniquement. Ça veut dire que vous participez à la prise de décision. Lorsqu'on va passer les marchés, vous avez le pouvoir de dire, pour creuser les galeries souterraines, c'est très technique. La ventilation, c'est très technique. Allez donner ça aux Sud-Africains, aux Australiens. Mais pour fournir du ciment, par exemple, fournir du carburant, ce n'est pas sorcier. Un fils du pays peut le faire, et je mets mon veto. Je ne signerai pas ça tant qu'un Congolais n'a pas ça. Mais ce pouvoir-là, ça veut dire que vous avez mis de l'argent sur la table. Vous êtes entré dans le capital de l'entreprise. Moi, mon appel, c'est que, ensemble, c'est-à-dire vous les députés, les gouvernants de notre pays, nous les miniers, que nous voyons réellement comment briser ce cycle-là. Il n'y a pas 36 façons de briser ce cycle-là. Il faut que nous trouvions les moyens d'entrer dans le capital de ces entreprises. C'est faisable. C'est vraiment faisable. Tant qu'on ne le fera pas, ça sera des marchés de valeur réduite. On va demander un appel d'offres pour ceux qui doivent nettoyer les bureaux, nettoyer les toilettes, nettoyer des choses comme ça. Et on va se battre pour avoir des choses comme ça. Ça, c'est une partie du problème. Mais l'autre partie du problème aussi, pourquoi on ne voit pas l'émergence d'une vraie classe d'affaires? Ce sont les banques chez nous. Je vais vous donner l'exemple du Nigeria. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, il y a quelques années que je connaissais. Lorsqu'ils ont fait la réforme du secteur bancaire, c'est parce que le secteur bancaire là-bas, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune banque qui pouvait vous prêter 5, 10, 20 millions de dollars. C'était 1 million, 2 millions, et puis un peu comme chez nous ici. Et on vous demande du collatéral, il faut donner une maison en garantie et des choses comme ça. Il avait pris une mesure en son temps qui était très courageuse et très difficile. Il avait dit, voilà, à partir de maintenant, les critères pour être une banque acceptable ici au Nigeria, vous devez avoir 200 millions de dollars, pas moins. Cela a fait, et il a donné un temps, bien sûr. Cela a fait très mal, très 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 mal,
le nombre de banques est tombé de plus de 200 à moins de 20. À moins de 20 banques. Et quelques banques qui sont restées pour suivre ont dû aussi s'allier à d'autres banques étrangères pour rester forts. Mais au final, je crois que dans la salle ici, tout le monde a entendu parler de Dangote, le milliardaire nigérian. Un jour, à un dîner comme ça, il a avoué qu'il n'aurait jamais fait des affaires de cette taille-là s'il n'y avait pas eu cette réforme des banques. Regardez aujourd'hui qui pousse si on a besoin de 150 millions de dollars. Il n'y a pas un banquier qui va me donner 100 000 ici. Personne. Il faut aller se plier aux exigences du marché boursier. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est les capitaux qui viennent qui feront un trou béant. Et le contenu du trou partira vers les destinations de les fonds. On ne sort pas du trou. Les banques doivent aussi essayer. Le jour où je parlais à Kolwezi, j'étais avec Moulikap. Vous connaissez Moulikap. Mais j'ai dit aux banquiers, regardez, sous d'autres cieux, pour prêter 5 millions, 10 millions à Moulikap, on ne va pas lui demander des garanties. On va regarder pendant 10 ans, 15 ans, c'est quelqu'un de crédible. C'est un homme d'affaires crédible qui a tenu son business de manière professionnelle, et bien on lui donnera. Au besoin, l'État se portera garant. On ne va pas lui exiger des garanties de maison, de ceci, de cela. Alors, tant que les banques ne vont pas atteindre ce niveau-là, il sera très difficile de financer nos entrepreneurs. Et on fera ce qu'on appelle des affaires d'épicier, des petites affaires. Et finalement, on continuera toujours à parler, dire, mais où est la sous-traitance? C'est parce que les fondamentaux ne sont pas là. C'est un peu ça le débat que nous avons de la sous-traitance. C'est un débat pour lequel il faut que nous puissions avancer, en termes concrets. Il faut que les lois soient votées. Et nous sommes contents que vous soulevez ce point-là parce que nous comptons beaucoup sur vous pour ces lois-là. À ce jour, si je me souviens bien, le ministre des Mines avait pris un arrêté. Mais vous savez, un arrêté, c'est comme un souhait, tout simplement. Ça n'a pas force de loi, ça n'a pas mesure de... Ça ne contraint aucun opérateur finalement minier à le faire. Honorable Moïse, c'est une bonne question. Non, c'est-à-dire... vous savez ce qu'on a vu dans les cités minières, dans les zones où on développe des projets. Dès qu'on commence à développer un projet, ça fonctionne comme un aimant. Les gens viennent de partout. Les gens qui viennent de partout, comment vous les triez? Parce que vous, au départ, vous ne les connaissez pas. Donc c'est uniquement à ce titre-là que nous aimons passer par les structures traditionnelles, les structures locales qui sont là, pour donner avantage aux enfants du coin. Parce que là, une fois qu'ils sont mélangés, donc, vous ne savez pas qui est de là, qui n'est pas de là. Mais les chefs, généralement, savent. Comment on a su faire l'exor à Kipushi? C'est vrai, vous avez raison, je crois que vous avez la bonne information. Il y a des équipes qui se sont succédées avant et qui ont coûté beaucoup d'argent et qui n'ont jamais su. Vous savez, ce que moi j'ai constaté, c'est que, c'est comme on dit toujours, il n'y a jamais de mauvaises troupes. C'est les mauvais chefs quand ça ne marche pas. Le personnel technique de la GECAMIL, c'est un personnel extrêmement compétent. Extrêmement compétent. Et j'étais très honoré de voir lorsque les équipes sud-africaines et canadiennes ont fait l'étude d'évaluation de Kipushi, l'étude de préfaisabilité, comme on peut parler. Ils ont soumis à la GECAMIL le niveau d'expertise qui est sorti du côté de la GECAMIL était impressionnant. Ils ont pratiquement corrigé beaucoup de choses que ces ingénieurs étrangers avaient fait. En leur disant ceci ne va pas marcher, ceci ne va pas marcher, allez le voir ceci. Ça ne va pas marcher parce que par expérience nous avons tenté ceci, cela. Et donc ce sont des équipes pour lesquelles moi j'ai beaucoup de respect. Est-ce qu'on peut parler un jour ou espérer de voir Kamo comme une ville? C'est cela mon souhait aussi. Ma conviction personnelle à moi, en tant que Luwatu, c'est que ça doit se faire. Ça doit se faire. Merci beaucoup. La question de l'honorable Bouvas. Il existe en effet, nous avons une politique de stabilisation de la paix dans la zone, parce que, pour votre information, notre gisement est assis entre deux groupements, le groupement Msokandana et le groupement Wilu. Et les deux se trouvent sur deux terres différentes, Bala et Mufunda. Alors, à notre arrivée,
nous ne savions pas qu'il y avait un conflit qui concernait les limites entre les deux groupements. Parce que, en tant qu'explorateurs, nous allions ça et là. Et comme il n'y avait pas encore d'espoir qu'on trouverait quelque chose, ce type de préoccupation n'était pas mis sur la table. Dès que nous avons découvert en 2008 le gisement et que nous avons entrepris des concertations pour avoir un permis d'exploitation, le problème a été mis sur la table. Vous avez eu beaucoup d'informations et le staff d'Ivano Maïs était là et aussi les honorables députés et sénateurs ont posé toutes les questions. C'est une façon pour cette entreprise de communiquer au grand public et c'est l'une des rares en RDC qui approche les honorables députés et sénateurs et aussi la presse pour communiquer sans qu'il y ait une rumeur ou une spéculation qui les y oblige. Donc c'est une façon pour nous de faire chapeau bas à cette entreprise, de demander aussi à toutes les entreprises de la RDC de faire de même, parce que nous sommes à la fin de l'année, l'entreprise doit faire un état des lieux de son évolution, de ses activités sur terrain, là où tout le monde ne va pas. Qu'elle apporte ces informations, ça peut bien permettre au grand public ou à l'opinion tant nationale qu'internationale de savoir comment cette entreprise évolue. L'année 2017, c'est une continuation des efforts que nous avons commencés cette année. Du côté de Kipushi, nous avons dénoyé complètement cette mine-là. Nous sommes en train de faire un effort pour la réhabiliter complètement. Comme vous savez, elle a été noyée pendant plusieurs années, donc il y a énormément de travaux à faire pour la réhabiliter. Dans un horizon de 12 à 18 mois, nous pensons que c'est une mine qui peut rentrer en production. Kamoa, nous continuons à foncer avec les galeries souterraines, mais nous avons également découvert un très grand gisement, à moins de 10 km de Kamoa. Nous sommes en train de parfaire les études pour voir comment également exploiter ce gisement-là. C'est essentiellement ça que nous ferons en 2017. Et bien sûr, sur le front énergétique, nous avons déjà réhabilité un groupe à Mwadingusha. En 2017, nous allons continuer avec l'effort de réhabiliter le reste de la capacité dormante qu'il y a. Il est très important de dialoguer. Il est très important que dans ce jeu-là, que chacun comprenne ses droits et ses obligations et que chacun joue sa partition. Il faut être transparent. Il faut dire aux gens où nous allons avec nos projets et être à l'écoute aussi des remarques, comme ça a été le cas ce soir. Cela nous enrichit, cela nous permet de rentrer, de redresser, de recadrer le tir et de toujours faire mieux. Et l'honorable Kouvas qui est avec nous, une question c'est celle de savoir aujourd'hui de l'électricité, mais on dit les gens n'en bénéficient pas. C'est une population qui vit depuis des années avec le courant que la GECAMINE a pu établir. Et aujourd'hui, si eux aussi peuvent apporter un plus, je crois que la population sera très contente. Concernant l'esprit tribalisme, donc dans certaines chefferies, qui fait que tel voudrait que ce soit des ressortissants de sa chefferie ou de sa tribu qui soient engagés. Et comment vous allez, vous en tant qu'homme du peuple, régler tous ces problèmes? C'est très facile. Nous, on a besoin d'une cohésion au niveau de Kamoa, si et seulement si Kamoa a une politique exacte concernant le recrutement, concernant la stabilité et la paix dont j'ai fait allusion. Alors c'est très important que Kamoa comprenne ce genre de choses dans la population. Nous vivons toujours des tensions tribales, mais que Kamoa vienne en tant qu'entreprise et non en tant que politique. Un message pour cette population de Lualaba qui vous suit? Ce que je peux faire ou dire à la population, c'est de pouvoir accompagner cette société. Merci. C'était un plaisir. Ok, merci beaucoup. Okay, merci. Ça va. Okay. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles très prochainement. Bonsoir.